bonsoir. Merci de votre fidélité renouvelée, aimables téléspectateurs. Après la Coupe du Monde, nous revoilà dans votre émission de référence Dites-moi tout, docteur, pour parler santé, car tout se résume à cela en amont, en aval. Et aujourd'hui, nous parlerons d'une maladie spécifiques, rares, mal connues, parfois même mal diagnostiquées si ce n'est pas détecté à temps. Il faut noter que si les symptômes de cette maladie sont connus, les causes, les origines ne le sont pas. Comment se manifeste-t-elle? Quel traitement efficace? Toutes ces questions et tant d'autres seront élucidées sur ce plateau avec notre spécialiste en hydrocéphalie. Voilà, c'est le nom de la maladie. Alors, j'avais des difficultés. Alors, chers téléspectateurs, nous profiterons également de cette tribune pour parler l'état psychique des parents, mais aussi des patients, surtout à l'âge adolescent. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, professeur Soirée. Merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos questions et à celles des téléspectateurs qui sera la deuxième partie de l'émission. Pour nous joindre, appelez au 620 58 90 73. En attendant la libre antenne, nous allons poser quelques questions à notre invité et nous revenons à vous juste après le jingle. La définition, voilà. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment l'hydrocéphalie. Je vais présenter donc notre invité, professeur Ibrahima Soirée, professeur agrégé en neurochirurgie à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne, qui est notre invité de cet après-midi. Bonsoir, docteur. Bonsoir madame. C'est pas péjoratif, on les appelle parfois tête trop grosse, yeux très rétrécis. Alors dites-nous, c'est quoi l'hydrocéphalie? Merci, c'est à mon tour aussi de vous remercier pour l'invitation faite à l'endroit de ma modeste personne. Et nous allons aller droit au but, donc le thème étant l'hydrocéphalie, nous allons la définir. D'accord. L'hydrocéphalie. Alors, c'est un mot qui dérive du grec, qu'on peut décomposer en deux parties. Il y a d'abord l'hydro, donc hydro, qui signifie eau, et céphalie, qui est en rapport avec la tête. Donc, en quelque sorte, l'hydrocéphalie, c'est l'excès d'eau dans la tête. Cela signifie que dans les conditions normales, l'eau existe dans la tête de chacun d'entre nous. C'est quand seulement cette eau est en quantité excessive dans la tête, on parle d'hydrocéphalie. Très bien. Alors, je crois que cette définition est très explicite. Même mes frères de l'autre côté ont compris la définition. On ne savait pas qu'il y avait de l'eau dans la tête, mais professeur, il y a plus de 10 ans, 15 ans, cette maladie était considérée comme l'œuvre du diable et les enfants là étaient considérés en quelque sorte rejetés de la société. Et quelles sont les causes? Je l'ai dit dans mon intro, si les symptômes sont apparents et visibles, les causes ne le sont pas. Quelles sont les causes exactes de cette maladie? Bon, je crois que je vais vous suivre dans votre démarche parce qu'en fait, on ne peut pas vous dire à coup sûr quelles sont les causes de cette maladie, mais nous allons essayer. Alors, d'abord, pour nous permettre d'être mieux compris, il faut savoir qu'il y a deux types d'hydrocéphalie. Il y a l'hydrocéphalie avec laquelle on naît, donc c'est l'hydrocéphalie congénitale. Ça veut dire que cet enfant avait déjà l'anomalie du liquide dans la tête pendant la vie. Quantité. Oui, en grande quantité, durant même la vie intra-utérine, c'est-à-dire quand il était dans le ventre de sa maman. Très bien. Et donc, ensuite, la deuxième catégorie, c'est l'hydrocéphalie acquise. C'est cette hydrocéphalie qui survient sur des enfants nés dans des conditions ou alors selon des paramètres jugés normaux et qui, par après, développent cette anomalie d'accumulation de liquide dans la tête. Ce liquide s'appelle le liquide cérébro-spinal. Très bien. Alors, quand on prend la première cause,
est la première catégorie, c'est-à-dire l'hydrocéphalie avant la naissance, congénitale donc. Les causes sont très variées. On ne va pas rentrer dans beaucoup de détails, on va vous dire simplement que selon les études scientifiques, quelques carences en acide folique, ce qu'on recommande par exemple au moment de prendre pendant qu'elles sont enceintes, donc quelques carences en acide folique ou en d'autres nutriments pourraient être à l'origine de la survenue de cette maladie chez l'enfant. Ou alors, c'est des infections que la maman contracte pendant qu'elle est enceinte. Ça peut être des infections microbiennes, comme ça peut être des infestations, c'est-à-dire des atteintes parasitaires, telles que par exemple le paludisme. Cela peut entraîner une anomalie de développement de l'enfant pendant la vie intra-utérine et aboutir, entre autres, à l'hydrocéphalie. Parce qu'en général, les malformations avec lesquelles on naît sont rarement isolées. Il y a toujours une association. Si vous voyez une malformation chez un enfant, il faut rechercher d'autres, comme nous l'enseignent nos maîtres. Maintenant, par rapport à la deuxième catégorie, l'hydrocéphalie acquise, il y a plusieurs maladies. Là, on pourrait indexer des causes par rapport à ça. C'est par exemple les infections de l'enfant maintenant. Donc, par exemple, la méningite. Quand une méningite est déclarée et qu'elle n'est pas traitée correctement, elle peut aboutir comme complication à l'installation de l'hydrocéphalie. Il peut s'agir parfois aussi d'une tumeur. Une tumeur, on va l'appeler, pour que tout le monde comprenne, un cancer, par exemple. Ça peut arriver chez un enfant et que cette nouvelle formation dans la tête soit située sur la voie d'écoulement de ce liquide. Parce que là, j'ouvre une parenthèse pour dire que ce liquide n'est pas un liquide stagnant dans la tête, c'est un liquide qui est produit, qui est sécrété comme l'urine. C'est un liquide qui doit circuler dans la tête et c'est un liquide qui doit être repris encore par le sang, donc résorbé. Donc ces trois processus, s'ils sont altérés, soit isolément, soit en association, pourraient aboutir à l'hydrocéphalie. Donc il y a des maladies qui peuvent gêner la circulation de ce liquide, c'est par exemple les tumeurs ou les kystes, ou bien alors les malformations des tuyaux de sang, les malformations dites vasculaires. D'accord, professeur, vous l'avez dit tout à l'heure, la science, les enfants là qui étaient rejetés dans le temps, tel n'est pas le cas aujourd'hui car la science, la technologie vraiment ont avancé et c'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé Sa Amara Tono de la rédaction politique du journal télévisé. En République de Guinée, qui ronge les enfants mais très mal connue, qui est l'hydrocéphalie. Cette maladie qui augmente et déforme la tête des enfants est considérée par la société comme un mal de mauvais sort. C'est ainsi que les enfants atteints par cette maladie sont rejetés, traités de tout, monstres, diables, sorciers. Ainsi, la dernière solution de ces mères serait de se débarrasser de l'enfant en l'envoyant chez les tradipraticiens pour supprimer sa vie par des pratiques mystérieuses, soit en le faisant boire la soude caustique, ou le faire tomber dans un grand trou, ou l'envelopper dans de plastique, ou le brûler soi-disant qu'il est parti. C'est pour combattre cette pratique séculaire qui a éliminé des milliers d'enfants que l'AMEG est né. L'AMEG et ses premiers partenaires AFG ont, à travers la mise en place d'un projet Sauver la vie des enfants hydrocéphales et le développement de la technologie, nous a montré que cette pathologie peut bel et bien être traitée. L'hydrocéphalie est une pathologie caractérisée par une accumulation excessive de liquide cérébrospinal, le liquide qu'il y a dans la tête, que nous appelons dans notre jargon le liquide cérébrospinal, n'est-ce pas, qui est produit de façon exagérée, ou quand il est produit de façon normale, il ne circule pas normalement entre les différentes cavités qui constituent les cavités du cerveau. Au niveau de la tête, il y a 4 cavités. Vous avez les 2 ventricules latéraux, vous avez le ventricule, le 3e ventricule, vous avez le 4e ventricule et un ventricule accessoire
qui est à la base du crâne que nous appelons le lac cérébelleux. Quand le liquide est produit, il passe d'une cavité à l'autre pour alimenter le cerveau et pour servir de matelas au cerveau. C'est pourquoi on peut faire des chocs violents au niveau de la tête et il y a une protection naturelle organisée par ce liquide de protection dans lequel le cerveau baigne au niveau de la tête. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. Docteur, nous avons regardé ensemble l'élément de la rédaction politique sur l'état de ces enfants qui ont une tête anormale, qui ont une grande masse dans la tête qui contient de l'eau. Et docteur, les neurologues et les neurochirurgiens donnent des explications scientifiques et techniques autour de cette maladie. Et comment diagnostique-t-elle cette maladie pendant l'accouchement, ou d'abord pendant la grossesse et après l'accouchement, et comment détecte-t-on les cas les plus compliqués? Merci madame pour la question. Et on va donc aller d'abord en commençant par cette maladie chez l'enfant qui n'est pas encore né. Le seul moyen pour le diagnostic, c'est les surveillances prénatales. Quand une femme est enceinte, normalement, elle devrait être suivie régulièrement par son gynéco-obstétricien. Et lors de cette consultation ou de ces séries de consultations, l'échographie est souvent réalisée pour s'enquérir de l'état de viabilité et de la normalité de l'enfant. Et c'est au cours de ces examens, donc, les échographistes parviennent à identifier un volume anormalement grand de la tête et voir même les cavités, c'est-à-dire les chambrettes qui sont dans les cerveaux, qu'on appelle les ventricules, c'est-à-dire les petits ventres. Donc, ils vont voir que ces petits ventres, dans le cerveau, je veux parler, augmentent. Donc, le médecin échographiste, gynéco-obstétricien, qui fait normalement cet examen, est à mesure de détecter cette maladie avant la naissance. Ça, c'est l'hydrocéphalie chez l'enfant qui n'est pas encore né. Si on ne parvient pas à faire cet examen, alors que l'enfant avait l'hydrocéphalie déjà, l'enfant va naître probablement par voie naturelle ou par césarienne, le plus souvent par césarienne, puisque le volume de la tête est normalement grand. Et à partir de là, les médecins, au vu du volume de la tête, peuvent déjà suspecter que cette maladie est probablement chez cet enfant. En plus du volume, les signes chez cet enfant peuvent être une distension de la peau, c'est-à-dire la peau est tendue, la peau sur la tête est tendue. Les tuyaux de sang qui sont dans normalement l'épaisseur de la peau de la tête deviennent saillants, ces tuyaux de sang deviennent saillants, et il y a une disproportion entre la taille du front et la taille du visage. Donc, tous ces éléments peuvent ne pas être existants le même jour ou alors le premier jour de la constatation, mais si la maladie reste négligée ou alors attribuée à d'autres facteurs, ce sont des éléments qui vont venir petit à petit et la tête de l'enfant, le volume augmentera au fur et à mesure. Parce que si cela est nécessaire, je voudrais ouvrir cette parenthèse pour dire que le liquide dont il s'agit ici, je l'ai déjà dit que c'est un liquide qui est produit, continuellement produit, au rythme de 0,33 à 0,4 millilitres par minute. Ce qui fait que en 24 heures, ce liquide peut avoisiner les 450 à 500 millilitres sécrétés. Mais dans les conditions normales, le même volume est résorbé, est repris vers le sang. Et pour qu'il soit résorbé, là où le liquide est sécrété, ce n'est pas là où il est résorbé. Il faut qu'il circule pour aller là où il doit être résorbé. Passe par un autre tuyau, quoi. Voilà. Et donc, s'il y a un problème au niveau de la production, au niveau du transport, les cavités sont au bloquées. niveau de la
de la finition, il y a souvent une accumulation. Donc maintenant, si cet enfant est né, il n'avait pas l'hydrocéphalie, c'est la deuxième catégorie de l'hydrocéphalie acquise. On va constater que la maman va commencer à constater que cet enfant, avant même l'augmentation du volume, si c'est un enfant qui avait déjà commencé à marcher, il va commencer déjà à avoir des troubles de la marche. Il marche difficilement, ou alors s'il veut jouer avec ses collègues, le plus souvent en courant, il tombe facilement. C'est comme s'il avait des vertiges. Oui, il tombe facilement. Et au fur et à mesure, si le diagnostic n'est pas posé, la tête devient assez lourde à supporter pour le coup. Donc l'enfant ne peut plus supporter sa tête et c'est en ce moment que la maman, peut-être, si ces éléments sont associés à d'autres signes tels que le vomissement, la maman peut aller consulter. Le plus souvent, malheureusement, lors de ces consultations, on pense toujours que c'est un problème digestif, une gastro-entérite par exemple, et donc l'enfant peut retarder à ce niveau si on ne fait pas attention. L'enfant peut retarder à ce niveau avant que le diagnostic soit posé. Donc le premier médecin, normalement, à qui l'enfant est adressé, ce n'est pas le neurochirurgien, mais c'est le pédiatre. D'accord. Voilà. Le pédiatre, c'est lui qui va examiner cet enfant et qui va, sur la base des paramètres physiologiques, constater que cet enfant a des paramètres qui ne sont pas dans les normes et va commencer déjà à étayer ce qu'il trouve avant d'orienter certes ce patient vers le neurologue ou surtout le neurochirurgien. D'accord. C'est votre rôle. Donc l'enfant termine dans vos mains pour une intervention. Oui, malheureusement, le traitement de l'hydrocéphalie, diagnostic, clarifié, établi, est chirurgical. Très bien. Alors, la prise en charge, on va toucher ce volet. Comment ça se passe en Guinée? Elle est-elle gratuite? Car ces familles, souvent, sont démunies, ces enfants viennent des familles modestes en général. Bon, je vais dire que ça vient des familles modestes, certes, mais tel n'est pas souvent le cas. Très bien. Parce que ça peut arriver à n'importe qui. Bon. Et par rapport à la prise en charge, malheureusement, jusqu'au moment où je vous parle, elle n'est pas gratuite. Mais elle est suffisamment subventionnée par l'entremise de l'État à travers cet hôpital étatique. Et si je peux me permettre quelques chiffres, dans une clinique privée de la place, je ne dis pas le nom, le traitement d'un seul cas d'hydrocéphalie pouvait avoisiner 15 à 20 millions. Aujourd'hui, grâce aux efforts de notre directeur, du directeur de l'hôpital, sous couvert du ministère de la Santé, ce tarif est revu suffisamment à la baisse. Ce qui fait qu'un cas d'hydrocéphalie aujourd'hui, y compris les examens de scanner, l'hospitalisation, l'opération et les moyens de la chirurgie, à savoir les tuyaux de dérivation, tournent autour de 3 500 000. Ah, c'est vraiment revu à la baisse. Ouais, 3 500 000. Mais malgré cela, les familles ont des difficultés. Peine à trouver. Ce qui serait bien, avec votre permission, je profite de cette mission pour dire que les bienfaiseurs vraiment sont bienvenus pour vraiment assister. Soulager ces familles, ces enfants. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que quand il y a hydrocéphalie, l'interprétation socio-culturelle fait que les gens disent non, c'est un diable, ce n'est pas la peine de l'aider. De sorcellerie, tout ça. Voilà, donc les mamans sont stigmatisées, rejetées. On en parle tout à l'heure. Et le plus souvent, les problèmes... Ça démoralise. Et souvent, ces pauvres mamans n'ont pas de moyens pour pouvoir prendre ces enfants en charge. Mais les gens devraient retenir une seule phrase. De par la grandeur de notre Créateur, une chèvre ne peut pas donner naissance à un mouton. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire qu'un homme ne peut pas donner naissance à un diable. Si une dame fait son accouchement, quel que soit l'état de l'enfant, c'est que c'est une personne certainement qui a des anomalies de formation, mais qui ne peut pas être un diable. Professeur, ces personnes, ces familles qui n'arrivent pas à arrondir les angles pour faire soigner leur enfant,
qu'est-ce que ces parents, qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce qu'il faut pour que les enfants ne soient pas à l'abandon ou rejetés ou jetés même dans la rue pour s'en débarrasser et puis l'histoire d'avoir un problème de moins, quoi. Bon, merci pour cette question. Au fait, il n'y a pas assez longtemps, vous me permettez de faire ce petit rappel historique ou alors du passé. Il y a eu une dame qui est là, peut-être qu'elle le suit maintenant, Madame Fadiga, qui a été victime à travers son enfant de cette maladie, pour laquelle elle était obligée de partir à Dakar à l'époque pour être soignée. Elle a pris la décision de faire quelque chose pour ne pas que d'autres subissent ce qu'elle a subi. C'est une longue histoire à raconter, ce qu'elle a subi. Alors, elle a formé une association des mamans d'enfants hydrocéphales de Guinée. Et à l'époque, elle a eu la chance d'être soutenue par une autre Guinéenne qui ne réside pas ici, qui est aux États-Unis, Madame Kourouma, je me permets de dire leur nom, avec leur permission, et donc qui subventionnait la prise en charge de ces enfants. Donc, durant une période assez considérable, ces enfants étaient opérés gratuitement. Malheureusement, les hostilités économiques ne concernent pas seulement la Guinée. Et finalement, la dame n'a pas pu continuer ses bonnes œuvres. Vraiment ses bonnes œuvres. Et donc, les enfants sont revenus pour prendre en charge, les parents sont obligés de prendre en charge leurs propres enfants. Et c'est ce qui a fait que notre direction, à travers le ministère de la Santé, a procédé à cette revue énorme à la baisse afin que les gens puissent le faire. Maintenant, si les gens viennent, ils n'ont pas les moyens par rapport à ça, souvent c'est l'un de nos gros problèmes parce que quand on pose le diagnostic de l'hydrocéphalie, les parents n'ont pas les moyens, ils vont se dire nous retournons pour chercher les moyens. Et pendant une longue durée. Et pendant ce temps, la maladie évolue. Alors, justement, quand la maladie évolue, quand la maladie évolue, le traitement va être encore davantage compliqué, n'est-ce pas? Oui, le traitement, il est d'abord compliqué, il est de longue haleine et il est peu promoteur. C'est ça le malheur. Parce que si l'hydrocéphalie est diagnostiquée très tôt, et c'est sur ça que je voudrais insister, si c'est diagnostiqué très tôt, traité correctement, l'enfant regagne son groupe sans aucune différence de développement, ni sur le plan moteur, ni sur le plan psychique. Donc il peut bel et bien suivre les mêmes formations scolaires que les autres enfants, à condition que cela soit fait très tôt. Et donc quand les enfants ont des anomalies, des problèmes de ce genre, au lieu d'aller voir le guérisseur, allez voir d'abord le pédiatre. Très bien. Au lieu d'aller voir le guérisseur, la maman, d'abord le premier médecin d'une femme, d'une nourrice, c'est le pédiatre. S'il y a des complications telles que cette maladie, c'est le neurologue. Après, c'est vous, professeur Souaré, le neurochirurgien. Vous êtes nombreux à Conakry et puis parler un tout petit peu aussi des cas, des statistiques dans le pays ou à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Bon, d'abord, les neurochirurgiens, malheureusement, jusqu'ici, ne sont pas nombreux. Pourquoi? Oui, parce que les jeunes veulent bel et bien aller pour leur formation, mais les moyens leur manquent. Je pense que peut-être c'est un plaidoyer que je vais faire à ce niveau. Mais justement, c'est une opportunité. Oui, il faudrait que... Parce que nous sommes au nombre de 4 actuellement en Guinée, mais nous sommes, comme cela est la loi de la vie, nous sommes appelés à aller à la retraite. Un jour. Donc il faudrait que nous ayons des remplaçants pour pouvoir continuer les œuvres qui ne font que commencer. Malheureusement, les jeunes ont cette décision vraiment... La formation aussi longue et coûteuse, hein? Oui, elle est coûteuse. Elle n'est pas aussi longue que ça. Ça demande 5 ans de formation. Très bien, ok. Donc, mais on peut même la faire à Dakar à côté de nous, ou bien à Abidjan. Pour le moment, eux, ils ont déjà ouvert leur certificat spécialisé de neurochirurgie. Donc, les jeunes pouvaient aller là-bas, mais à condition qu'ils soient soutenus dans cette décision. Maintenant, par rapport aux statistiques, nous, actuellement, les activités en rapport avec l'hydrocéphalie occupent environ 19% de tous les cas que nous opérons. Rapidement, on va entamer la deuxième partie. Professeur, les téléspectateurs vont vous appeler. Donc, on a 2 petites questions pour vous poser très rapidement. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, allez-y. Donc, je disais 19% de nos activités. Et il faut savoir que c'est la fréquence de l'hydrocéphalie congénitale
est estimé à 1 à 1,9% de naissances vivantes. C'est-à-dire que pour 1000 naissances vivantes, je m'excuse. Donc ça veut dire qu'environ 1 à 2 enfants, chaque fois qu'il y a 1000 naissances, on peut s'attendre à un cas d'hydrocéphalie congénitale. Cela ne veut pas dire que les hydrocéphalies acquises font partie de ce groupe. Pour éviter les hydrocéphalies actives, il faut traiter toutes anomalies, toute maladie de l'enfant, surtout la méningite, qui peut avoir les mêmes signes qu'un palu. Et comme le palu est souvent négligé chez nous, et souvent, au moment où il vient à l'hôpital chez le pédiatre, ça trouve que c'est déjà la méningite avec ses complications. Les conséquences futures, c'est l'hydrocéphalie. Très bien. Professeur, on a mentionné un peu plus haut la science, la technologie ont avancé jusqu'à où on peut parler de ce progrès de technique, de technologie dans le service neurochirurgie de l'hôpital sino-guinéen. Merci beaucoup, madame, pour cette question. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes suffisamment équipés par rapport à la prise en charge de l'hydrocéphalie. Pour aborder cette question, je vous dirais tout simplement qu'il y a 2 méthodes principales qui ont fait leur preuve jusqu'à aujourd'hui pour traiter l'hydrocéphalie. Toutes les 2 méthodes sont chirurgicales. La première, la plus utilisée, c'est l'emploi d'une tuyauterie raffinée et miniaturisée qu'on met dans le corps pour évacuer le trop plein de ce liquide vers une cavité qui peut la prendre en charge. Souvent, nous utilisons la cavité abdominale. Ça, c'est ce qu'on appelle la dérivation ventriculo, c'est-à-dire les petits ventres du cerveau, péritonéal. Dérivation. Maintenant, il y a une deuxième méthode qui, au jour d'aujourd'hui, prend vraiment le pas, c'est la dérivation interne. Cette méthode utilise une caméra miniaturisée aussi. Le tuyau est plus fin que ce micro. La corde de ce micro. Oui, la corde de ce micro. Et donc, qu'on utilise pour aller lever l'obstacle ou contourner l'obstacle à l'intérieur même du cerveau. Et aujourd'hui, nous avons ces 2 méthodes que nous utilisons régulièrement. Chacune d'entre elles a des indications et des contre-indications en fonction des cas qui sont devant nous, parce que tout est hydrocéphalie, mais tout n'est pas identique. Donc, en fonction des cas... Tout n'est pas non plus chirurgical. Malheureusement, je le répète encore, si l'hydrocéphalie est confirmée, si le diagnostic est déjà confirmé, très bien, le traitement qui a fait ses preuves, c'est la chirurgie. Le numéro est déjà affiché, les gens nous appellent. Moi, j'avais une question, mais j'attends. On nous appelle, je ne sais où. Allô? Allô? Ben, c'est parti. Je voudrais savoir, elle n'est pas héréditaire, cette maladie, professeur? Non. Très bien. Elle n'est pas héréditaire, mais il faut signaler que quand une maman fait un enfant, selon les statistiques médicales, quand une maman fait un enfant hydrocéphale congénital, il y a beaucoup plus de risques d'en faire un autre qu'une autre maman qui n'a jamais fait. Très bien. Ça ne veut pas dire qu'elle a gagné ça de sa maman. Okay. Allô? C'est notre premier appel, professeur. Allô, oui? Allô? Allô? Oui. Bonsoir, messieurs. C'est depuis Guéguédou. Bonsoir, messieurs. Comment vous vous appelez? Vous nous appelez depuis Guéguédou. Votre question, s'il vous plaît. Ben, il nous appelle depuis Guéguédou, mais malheureusement, on n'a pas la ligne. Professeur, je voudrais aussi ajouter sur votre question que l'hydrocéphalie n'est pas aussi contagieuse. Très bien. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a pris un enfant hydrocéphale dans ses mains qu'on va faire un enfant hydrocéphale, ou bien que l'enfant qui a l'hydrocéphalie se coucher avec un autre enfant qui n'a pas l'hydrocéphalie, cet autre va avoir l'hydrocéphalie. Justement, c'est pour éviter toute cette stigmatisation envers les enfants souffrant de cette pathologie. Oui. Quels sont les pays qui enregistrent plus de taux élevés de cette maladie? En Guinée, c'est des cas pas vraiment. Bon, on ne va pas dire que je ne peux pas vous donner exactement une réponse à ça. Je pense que pour parler de taux, il faut faire un ratissage, il faut faire
une exploration, une étude scientifique appropriée à cela pour déterminer le taux au niveau national. Nous pouvons dire par exemple que nous avons 19% de cas par rapport à nos activités. Ça ne veut pas dire que c'est trop, ça ne veut pas dire que c'est peu. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Allô? Allô, oui, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir madame. Oui, comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Bonsoir madame. Bonsoir messieurs, comment vous vous appelez et d'où vous nous appelez? Je vous appelle depuis Affaire. Voilà, votre question s'il vous plaît. Je vous appelle depuis Affaire, je m'appelle Abakar. Allez-y, vous avez une question pour notre invité? Oui. Allez-y. Je veux savoir la question qu'elle a posée là. Laquelle? La maladie là, qu'il explique quoi. Voilà, hydrocéphalie, c'est ça. C'est quelle sorte de maladie quoi? Voilà, ben vous avez pris certainement l'émission à mi-chemin, hein, sinon ça a été redéfini ici tout à l'heure. Et la définition était... Aussi, oui, allez-y. La maladie de Marconi, quel est son vrai médicament quoi? Le vrai médicament, voilà. Ah. Voilà, d'accord, il est là. Ça aussi, ça a été dit, mais de façon peut-être que vous n'avez pas compris. Mais c'est dit, c'est la chirurgie. Bon, je ne suis pas mieux placée. Il est là, professeur Soirée. Le traitement et le vrai médicament. Il a dit d'abord, c'est quoi la maladie? C'est quoi la maladie, voilà. Bon, hydrocéphalie, comme on l'a dit, pour que tout le monde comprenne, c'est l'excès d'eau dans la tête. Ça veut dire qu'il y a l'eau dans la tête. Une grande quantité d'eau dans la tête. Mais quand elle est excessive, cette quantité d'eau, elle donne une maladie qui est appelée hydrocéphalie. Et entre parenthèses, je voudrais même dire que l'hydrocéphalie ne concerne pas seulement les enfants. L'hydrocéphalie peut concerner les adultes, tout à fait. Même les personnes âgées. Mais justement, je voulais vous poser cette question, mais on a encore un autre appel. Par rapport au traitement, il n'y a pas un médicament en tant que médicament, mais le traitement, une fois déclaré, le traitement est chirurgical. Cependant, il est important de dire qu'on peut prévenir l'hydrocéphalie. En quoi faisant, professeur? Par exemple, quand une maman est régulière en consultation et suit de façon stricte les consignes de son médecin gynéco-obstétricien, elle a plus de chances d'éviter cette maladie pour son enfant que cette autre qui se dit, bon, je me contente de décoctions non dosées. Très bien. Voilà. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous allez bien? Très bien. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Je m'appelle Baldé Boubacar, je vous appelle de Dixi. Très bien, votre question s'il vous plaît. Allez-y. Ma question est de savoir, est-ce que maintenant le gouvernement ne prend pas en charge maintenant de former des docteurs pour lutter contre cette maladie? Très bien. Bon, je ne sais pas comment répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que si on parle de chirurgie, si on parle de hydrocéphalie, il faut la chirurgie. Si on parle de chirurgie, il faut les neurochirurgiens. Et pour le moment, nous sommes au nombre de 4. On en a besoin d'être étoffés. Les 4 ne sont pas tous équipés. À l'hôpital de la Médecine-Guinéenne, il y a 2 qui exercent à Donka, l'hôpital national de Donka. Il y a un qui exerce à l'hôpital national Ignace Dine. Donc il faut que si le gouvernement peut faire quelque chose, c'est d'abord de venir en aide à ces enfants, à leurs parents, afin de faire face à la prise en charge de leurs enfants. Mais en plus de ça, encourager, soutenir les jeunes pour aller se former, pour avoir beaucoup plus de spécialistes, pour que le nombre soit étoffé. Et ainsi, chacun de nous pourra vraiment... Alors vous, doyen, vous pouvez partir à la retraite sans inquiétude. Voilà, très bien. Effectivement. On a un autre appel. Allô? 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 Oui, bonsoir madame. Bonsoir, madame, vous allez bien? Très bien, votre nom et d'où vous nous appelez? Je m'appelle Mariam Diallo, je vous appelle depuis Amdallah. Très bien, votre question? Bon, en fait, moi je voudrais savoir, est-ce que cette maladie, elle est héréditaire ou quoi? Ben justement, il va reprendre, sinon ça a été dit, madame Diallo. Oui, merci à madame Diallo pour la question. Non, je commencerai par ça. Non, la maladie n'est pas héréditaire. Très bien. Elle n'est pas héréditaire, ça veut dire que si quelqu'un a l'hydrocéphalie, il a été soigné, il n'est pas sûr qu'il va faire un enfant aussi hydrocéphale. J'ai dit seulement que, puisqu'il y a 2 types d'hydrocéphalie, l'hydrocéphalie avant la naissance, donc congénitale, si une maman a connu ça pour un de ses enfants,
doit prendre des précautions parce qu'elle a plus de risque de faire un autre enfant hydrocéphale qu'une femme qui n'a jamais fait d'enfant qui a l'hydrocéphalie. Il y a beaucoup de mécanismes qui restent obscurs, tout n'est pas encore élucidé en médecine. Elle n'est pas récidive non plus quand c'est... Quand c'est opéré, ça peut récidiver. Alors, ça devient encore plus compliqué. Oui, maintenant justement, par rapport à la prise en charge adoucie au niveau de l'hôpital, nous avons prévu, puisque c'est possible que ça récidive, nous avons prévu avec le quota forfaitaire que les gens payent, d'inclure 2 opérations là-dedans. C'est-à-dire que si la première est faite, elle ne réussit pas, les parents peuvent venir faire une deuxième sans payer un franc. D'accord. Alors, professeur, quand ça ne réussit pas, vous n'avez pas... Est-ce que vous ne pensez pas, est-ce que dans ces cas de figure, une évacuation peut être nécessaire de la sous-région? Non. Oui. Bon, évacuation de la sous-région, non. Pourquoi? Parce que nous estimons qu'il est logique d'évacuer ce dont on ne peut pas prendre en charge chez nous. Voilà. C'est nous qui avons opéré pour la première fois. Si ça vous revient de faire la deuxième. Il faut reprendre. Et puis d'ailleurs, cela est noté dans tous les centres hospitaliers qui prennent en charge l'hydrocéphalie. Il y a bel et bien la possibilité de récidive. Je vous donne juste un exemple. Cette tuyauterie miniaturisée dont je vous ai parlé peut se boucher. À nouveau? Oui, peut se boucher parce que c'est vraiment fin. On le met, ça fonctionne pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, et puis ça peut se boucher. Ou bien ça se raccourcit parce que l'enfant grandit. Très bien. Donc tous ces éléments-là peuvent être à la base de la récidive de l'hydrocéphalie. Très bien. Allô? Allô? Oui, vous allez bien? Très bien. Bonsoir, monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? C'est toujours... C'est Baldé Boubacar. Parlez un peu plus fort, monsieur Diallo. Baldé, hein? Excusez-moi. C'est pour vous dire encore là, est-ce que maintenant, comme notre chers invités là sont appelés à la retraite, quelle est la mesure maintenant qu'ils entreprennent maintenant pour former les gens qui pouvaient les remplacer? Comme ils connaissent maintenant, ils ont étudié, ils ont connaissent maintenant le niveau de cette maladie. Bon, M. Baldé est un peu pressé. Il veut que le professeur vous soit à la retraite. Vous avez encore un bout de temps, vous êtes jeune. Et la formation des jeunes, je crois que c'est de ça qu'il veut parler. Oui, malheureusement, je n'ai pas la compétence d'assurer la formation ou de donner la chance aux enfants de partir, pour le moment, de partir, avant qu'on forme notre école de spécialisation ici en neurochirurgie. Les enfants sont obligés de sortir. Bon, l'autorité qui doit s'occuper de ça, je n'ai pas vraiment sa compétence. Ce que je sais, c'est qu'il y a des candidats, et des bons candidats, qui voudraient aller étudier. Pour cette filière, oui, pour cette filière, mais qui n'ont pas les moyens. Les parents n'ont pas les moyens. Oui. Très bien. Parmi les 4, il y a une femme. Très bien. Professeur, on va revenir un peu sur la stigmatisation des parents. Et on s'est également intéressé à cela, l'état psychique des parents et des enfants pour leur réinsertion. On va revenir parce que c'est important. Quand un enfant a suivi une intervention, est-ce que sa réinsertion dans la société, à l'école, reprendre les cours, est-ce que ça va être la même chose? Oui et non. Oui, si nous continuons à faire ces campagnes de sensibilisation, d'explication, c'est ce qui a fait que quand vous m'avez proposé de venir parler sur ce sujet, je ne pouvais pas ne pas accepter. Parce qu'il faudrait qu'on informe les gens pour dire que c'est une maladie comme toute autre maladie. Bon. Et la question est tellement importante qu'il n'y a pas longtemps, nous en médecine, quand un problème est posé et ça nous tracasse, l'un des moyens pour l'aborder, nous en faisons un thème de recherche. Donc nous avons donné un thème de recherche intitulé Vécu et qualité de vie des mamans d'enfants victimes d'hydrocéphalie. Vécu et qualité de vie. Donc c'est pour vous dire que combien de fois les mamans sont stigmatisées, sous quelle forme elles sont stigmatisées, comment elles quittent leur groupe d'action sociale. Comment avoir cette confiance pour revenir. Donc il faudrait d'abord qu'on sensibilise la population pour qu'elle accepte que l'hydrocéphalie c'est une maladie comme toute autre maladie. Et si cela est déjà accepté dans la majorité
de la population. De la population. Le reste vient facilement. Voilà, le reste vient facilement. Oui, messieurs, bonsoir. Votre nom et d'où vous nous appelez? Moi, c'est M. Kamara, je vous appelle de Matok. Très bien, votre question. Oui. Allez-y, professeur Ilala. Vous avez une question pour l'invité? Oui, j'ai une question pour votre invité. Très rapidement, on n'a plus assez de temps. Bon, d'abord, je vous présente Condoléances. Merci, merci. Oui, oui. Bon, c'est la différence entre hydrocéphalie aiguë et chronique. Bon, il va revenir très rapidement dessus, ça a été dit. Hydrocéphalie chronique. Bon, professeur, il vous ramène un peu en arrière. Hein. Et l'hydrocéphalie, la différence aiguë et chronique. Chronique. Bon, aiguë, c'est l'hydrocéphalie qui s'installe de façon assez rapide, donc qui a une durée d'évolution assez courte. Donc, l'enfant, peut-être la semaine dernière, n'avait pas de problème, ou alors de problème évident. Et dans les 2 semaines à suivre, il a l'hydrocéphalie qui est là et puis qui se manifeste de façon maximale dans ses manifestations cliniques. Alors que l'hydrocéphalie chronique, c'est un problème de temps. Chronicité, c'est ce qui a duré dans le temps. Donc l'hydrocéphalie qui a duré pendant plus de, je ne sais pas combien de temps, mois ou voire même années, on parle d'hydrocéphalie chronique. Il faut signaler que l'hydrocéphalie chronique est rare chez les enfants et beaucoup plus fréquente chez les personnes âgées. Très bien. Un autre appel. Allô? Oui. Bonsoir, Vous monsieur. allez bien? Très bien. Très rapidement, on n'a pas de temps. Moi, je veux connaître le numéro du professeur, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible, professeur, de communiquer un de vos numéros? Il n'y a pas de problème, il peut prendre le 664. Le 664, vous notez en même temps que moi. Oui, 664. Très bien. 31. 15. 15. Oui. 85. 85. Professeur 31, 15, 85. 664 31 Oui. 15 85. Professeur. 664 31 15 85. Par rapport au numéro, je voudrais, avec votre permission, dire que quand il veut appeler, il n'a qu'à insister. Parce que voilà, insistez ou vous envoyez un texto téléphone. pour dire que vous êtes patient. Voilà qu'il y a urgence. Sinon, c'est pas facile. Très accro au téléphone. Voilà, ils sont pas trop technologie. Très bien, professeur, on a un peu pensé l'espérance de vie de ces hydrocéphalées, ça dépend de la rapidité, de l'efficacité. Exactement. Voilà, de l'efficacité du traitement. Exactement. Aussitôt, les symptômes sont diagnostiqués ou détectés, aussitôt, mieux c'est la prise en charge ou l'opération. Bon, la chirurgie. Effectivement, mieux, plus tôt on diagnostique, plus tôt on traite, plus l'enfant a la chance de vivre comme tout autre enfant. Très bien. Ça, c'est très important de souligner. Et les gens doivent savoir qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons la chance de faire la prise en charge de ces enfants correctement dans nos structures hospitalières. Ça a débuté déjà il y a longtemps avec les chirurgiens pédiatres. Vous avez vu à la télé le professeur Mamadi Senkita. C'est son équipe qui a d'abord initié. Nous, on n'était même pas encore rentrés de notre formation. Et en plus de ça, on s'est donné la main. Nous travaillons jusqu'ici ensemble. Donc, nos structures hospitalières prennent bel et bien en charge ces cas d'hydrocéphalie, mais faut-il les diagnostiquer à temps? Et pour cela, faut-il venir le plus tôt possible chez le pédiatre dès que vous constatez une anomalie chez l'enfant. Un dernier message, c'est la fin de cette deuxième partie également. Nous allons libérer l'antenne et puis vous avez quelque chose très rapidement à l'endroit de ceux qui nous regardent à travers la première chaîne. Oui, je voudrais juste encore amplifier ce que je venais de dire, que l'hydrocéphalie c'est une maladie comme les autres, que l'hydrocéphalie se soigne bien chez nous, mais que les gens ne devraient pas stigmatiser les mamans qui ont le malheur d'avoir cet enfant
une fois que la maladie est diagnostiquée, l'on peut bel et bien soigner cette pathologie. Il ne faut surtout pas rejeter les mamans. Et en dernier ressort, je fais appel à tous les bienfaiseurs, de bonne volonté. Toutes les personnes de bonne volonté de venir en aide à ces mamans, pas à travers nous les médecins, mais directement à travers les parents. Oui, on peut, à travers nous, on peut indiquer leur adresse ou alors leur numéro de téléphone, ils peuvent aller voir. Et dans ce cas, ce qu'ils vont faire, ils le font directement avec les parents pour justement, que les enfants ne le retardent pas. Voilà, justement, pour éviter les interprétations, c'est les enfants comme tous les autres enfants du monde. Il ne faut plus penser à la sorcellerie, à l'œuvre du diable. Ce n'est plus le cas. La science, la technologie, vraiment, on n'y pense plus. Alors, c'était donc les derniers mots de notre invité. Avant de vous quitter, l'équipe de Dites-moi tout, docteur, par ma voix, une fois encore présente nos sincères condoléances à notre tante, à notre collègue, à notre maman, Fanta Konia Kondé. C'est ça, n'est-ce pas? Et nous regrettons beaucoup par son décès subit. Nos sincères condoléances à la famille éplorée. Alors, c'était tout pour ce dimanche. Premier numéro de Dites-moi tout, docteur, pour le mois, au compte du mois de juillet. Et nous vous disons au revoir. Merci à l'équipe technique du jour qui m'accompagne tous les dimanches pour la réalisation de cette émission. On se reprend la semaine prochaine avec un autre thème. Encore une fois, bonsoir et à la semaine prochaine.